Merci pour l'invitation. On finit cette belle session avec une mise au point des quads neufs sur l'urticaire chronique spontanée. Donc, c'est l'équipe de l'hôpital militaire, de la dermatologie militaire, professeur Hanafi, qui va remplacer Rachid Frère. C'est parfait. Déjà, c'est bien. Déjà, je remercie toujours l'équipe de la MAPAR Focale qui m'a toujours invité ici pour assister et contribuer et participer par rapport à leur activité en allergologie et en collaboration avec l'hôpital militaire. Je fais cette présentation notamment quoi de neuf dans l'urticaire chronique. Ce qu'il faut savoir, c'est que je sais que c'est déjà la dernière présentation, donc la plupart se disent qu'en quoi s'endort déjà, sinon ils sont trop fatigués. Alors j'ai deux solutions, soit que je danse, soit que je vais crier, puisque je ne sais pas danser. Puisque je ne sais pas danser, enfin je danse comme Jean Dujardin dans certains de ses films, ou bien un Elon Musk, je me dis que je vais crier, comme ça vous allez un peu suivre avec moi. En tout cas, pour l'urticaire chronique, ça vous le savez, c'est une dermatose inflammatoire courante et hétérogène. La prévalence, n'importe qui, ça peut être ça, général, dans la population générale, il y a eu une personne sur 5 qui a déjà eu de l'urticaire. C'est une question compliquée et ça pose un problème parce que lorsqu'on est jeune dermato, on aime l'urticaire. On aime l'urticaire dans le sens que c'est facile à diagnostiquer et c'est facile à traiter par les antihistaminiques. Et plus on vieillit, plus on devient ancien, on se dit, c'est frustrant l'urticaire, on n'arrive pas à le traiter parce qu'on est confronté à la frustration des patients. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est hétérogène, comme vous voyez. C'est aigu, chronique, c'est spontané, inductible, immunologique, non immunologique. Et dernièrement, il y a cette notion d'auto-allergique versus ce qui est auto-immune. Et enfin, il y a cet impact psychologique et professionnel important. La présentation, il aura 5 objectifs. La première, c'est de comprendre mieux la physiopathologie et par conséquent de comprendre les nouvelles cibles thérapeutiques. Le deuxième objectif, c'est de vous rapporter cette approche paraclinique, enfin consensuelle sur le guideline, et surtout qui cible à préciser cet endotype, auto-allergique versus auto-humain. L'algorithme thérapeutique consensuel, je crois qu'on vous en a déjà parlé, on va le reprendre. Et également la notion des biomarqueurs. Il y a actuellement des biomarqueurs qui peuvent prédire la qualité de la réponse thérapeutique à tous les traitements, surtout aux antihistaminiques, à l'omalizumab et au cyclosporine. Et enfin, pour standardiser la gestion de l'urticaire, actuellement, on parle de cette approche entre le AAA management avec le scoring qu'on va développer par la suite. Déjà sur le plan épidémiologique, la prévalence, l'urticaire c'est toujours la même chose, c'est toujours dans les 1%, sauf dans un certain pays comme le Mexique ou bien en Chine, où ça peut être très élevé, ça peut aller vers 3-4%, peut-être en rapport avec leur régime et mode alimentaire ou une exposition environnementale, mais toujours c'est dans les 1%. Après ce schéma, je crois que vous le connaissez, l'activation, il est de 2 ordres. C'est l'ancienne physiopathologie, il peut être immunologique, mettant en jeu normalement les différentes voies d'hypersensibilité, type 1, type 2 par les anticorps, type 3 par les compléments, type 4 retardé cellulaire. Ou bien une activation non immunologique qui va mettre en jeu tous les éléments déclencheurs d'urticaire, que ce soit l'infection, le C5A, les neuropeptides dans les situations de stress, les opiacés, les aliments qui sont histaminolibérateurs, ou bien certains facteurs de coagulation. En tout cas, la cellule cible, si le mastocyte, il va être dégranulé, il va libérer l'histamine, il va donner les trois éléments qui sont les plus importants, l'histamine avec son effet vasodilatateur, l'érythème, avec l'exocérose, avec également le prurite. Dans la deuxième phase, il y a un deuxième recrutement des prostaglandines et des leucotriènes qui vont maintenir ce genre de lésions au cours de l'urticaire. Et enfin, il y a cette intervention de cette phase
inflammatoire, ce qui fait que l'urticaire n'est plus considéré comme une maladie, enfin, il n'est plus considéré comme une maladie allergique, mais comme une maladie inflammatoire. Et ça s'explique parce qu'actuellement, la physiopathe est devenue un peu plus compliquée, notamment sur l'article de 2022. On trouve toujours que le mastocyte est au centre le mastocyte est vasophile comme d'habitude pour en matière d'urticaire, et cette dégranulation mastocytaire, elle dépend de plusieurs éléments avec plusieurs voies de signalisation impliquant pratiquement toutes les cellules, les eosinophiles, les vasophiles, les neutrophiles, pratiquement toutes les cellules. Et là, j'ai marqué en rouge les éléments qui sont potentiellement cibles d'intervention thérapeutique pour l'urticaire. Et c'est d'ailleurs les éléments qui sont, il y a des études qui sont en cours d'essai, qui vont cibler ces différents éléments que vous voyez ici, que ce soit le thymic stromal lymphoprotein, que ce soit les récepteurs à la surface des mastocytes, le MRGPRX2, les récepteurs KIT, que ce soit également d'autres facteurs comme l'interleukine 31, on va voir sur l'autre schéma également, et le plus important également, ce que j'ai marqué en bleu, parce que ce n'est pas seulement les cibles thérapeutiques, mais également cette histoire d'endotype. Est-ce que c'est une urticaire chronique spontanée, auto-immune ou auto-allergique? Et on va expliquer par la suite c'est quoi la différence, parce que ça va mettre en cause des anticorps de type IgE, ou la auto-anticorps type IgE, c'est la réaction du type 1, ou bien des anticorps de type IgG dirigés contre le récepteur de haute affinité pour les IgE à la surface des mastocytes. En tout cas, les traitements qui sont en cours d'essai, vous voyez qu'ils sont en train de cibler pratiquement toutes les cellules, pas seulement les mastocytes et les basophiles, ils sont en train d'agir sur toutes les composants cytokiniques qui peuvent modifier un peu l'histoire de l'urticaire. L'omalizumab, on le connaît, c'est lui qui fait partie des guidelines européennes et américaines. Et le dupilumab aussi vient d'être approuvé par le FDA, justement par son action sur l'interleukine 4 et l'interleukine 13, c'est-à-dire le micro-environnement inflammatoire type 2. En tout cas, il y a même le Cosentyx, ils sont en train de l'essayer dans différentes études. Je reviens un peu pour voir les guidelines qui ont été établies par, vous voyez, c'est 64 délégués et 50 sociétés nationales et internationales de 31 pays. Et lorsque j'ai vu les guidelines, c'était une longue liste et je me suis dit, je vais chercher un pays marocain, un service au Maroc, ou après je me suis dit au Maghreb arabe, j'ai rien trouvé. Puis en Afrique, j'ai rien trouvé. Et heureusement, il y avait les Émirats arabes unis qui participaient à ces guidelines. Oui, les Émirats arabes unis, ils ont participé à ces guidelines. En tout cas, oui, justement, c'est ça le souci. En tout cas, déjà, une simple notion, c'est qu'ils ont classé les urticaires. Parce qu'il y avait plusieurs dénominations pour les urticaires inductibles. Et là, on a classé, on dit difforme d'urticaire inductible. Soit le dermographisme, soit l'urticaire au froid, l'urticaire retardé à la pression, urticaire solaire, urticaire à la chaleur, l'angioïdème vibratoire, l'urticaire cholinergique, l'urticaire de contact et l'urticaire aquagénique. Ça, c'est pour standardiser et avoir un consensus terminologique. Ben, je crois que je vais avoir le même souci que tout à l'heure. Ça passe pas. Bon, c'est bon. Bon, c'est réglé. Merci. Après, ils se sont dit qu'on va proposer des examens de première intention en matière d'urticaire chronique spontanée. Et ça, c'est standardisé par tous les services. C'est sur ce qu'on est en train de faire et d'instaurer dans notre service. C'est-à-dire que pour tout patient qui présente une urticaire chronique spontanée, on demande une NFS avec VS, on demande une CRP, on demande un anticorps anti-TPO de type IgG et on demande des IgE totales. Pourquoi? On va expliquer pourquoi. Parce que c'est important justement pour éliminer les différentiels, mais surtout pour préciser l'endotype. Parce qu'après, on va voir que la thérapeutique peut dépendre de l'endotype précis de la maladie. Après, les autres explorations, ils sont adaptés, ils sont contextuels. Si on pense à l'allergie alimentaire, on va rechercher des patch tests, plic tests ou bien d'autres explorations. Si on pense à un ulcère, on fait le test respiratoire à l'HP, des stéroïdes, ou bien un urticaire qui est fixe, c'est plus une vascularité urticarienne, on fait une biopsie. Alors, cette notion d'endotype, je veux que vous la gardiez en tête, c'est important pour moi.
on dit que les deux endotypes qui émergent actuellement, c'est l'auto-allergique. Ça, il est médié par des auto-anticorps qui sont de type IgE, qui sont dirigés contre notamment c'est l'auto-humain type 1. Par contre, il y a l'urticaire chronique spontanée auto-immune. Et là, il est médié par des anticorps qui sont de type IgG. C'est la classe 2, classe 2B, parce qu'il n'est pas cytotoxique, c'est juste bloquante ou bien stimulante. Donc, ces deux profils émergent. Ils ont été notamment mentionnés sur le Lancet en 2024. Pourquoi c'est important? Parce que c'est avéré qu'en matière d'urticaire chronique spontanée, si on trouve un terrain, si on trouve qu'il est favorisé plus ou moins par l'auto-immunité, il va y avoir une forte activité de la maladie, il va y avoir des comorbidités auto-immunes plus fréquentes, notamment la maladie thyroïdienne et d'autres maladies auto-immunes, et même à la réponse au traitement. Il peut avoir une réponse thérapeutique inexistante aux antihistaminiques, aux partiels, et parfois même à l'omalizumab. Par contre, ils peuvent présenter une bonne réponse à la cyclosporine, justement parce qu'il y a cette composante auto-immune. D'autre part, l'urticaire chronique spontané, il y a cet endotype retrouvé dans 50% des cas des patients. En sachant qu'il y a deux autres endotypes dont on parle moins, parce que c'est doublement positif, c'est-à-dire qu'on trouve un critère en faveur de l'auto-humain et l'auto-allergique, ou on ne trouve ni critère en faveur de l'auto-humain, ni c'est le doublement négatif et le doublement positif. Alors, ce qu'on fait, les tests qu'on fait, le résultat de ces tests de base, ils vont orienter. Si nous avons une réaction auto-immune, si nous avons une CRP qui est élevée, très élevée, si nous avons un taux d'éosinophiles et de basophiles qui sont réduits, ou bien un taux élevé des anti-TPO de type IgG, ou bien le taux total des IgE total qui est faible ou très faible. Mais le meilleur marqueur pour savoir s'il y a cette composante auto-immune, c'est justement le rapport anticorps anti-TPO IgG sur l'IgE total qui doit être très élevé, ce qui est en faveur de l'auto-immunité, ce qui veut dire qu'on va avoir toute cette complexité qui va avec. Bon, on m'a demandé de leur parler de l'urticaire chronique. Bon, il y a également l'inductible, les tests de provocation pour... je crois que vous les avez déjà reconnus, que ce soit l'urticaire, soit les flick tests, soit l'exposition à soit l'exposition au froid, soit l'exposition avec le sac et la pression sur les épaules, soit l'exposition solaire aux UVA, aux UVB pour l'urticaire solaire, soit l'exposition à la chaleur avec un tube dans lequel on met de l'eau chaude entre 40 et 45 degrés, soit l'angioédème vibratoire avec un appareil particulier, et soit l'urticaire cholinergique, c'est surtout avec après exercice physique, et l'urticaire aquagénique après avoir pris une douche, en appliquant une compresse humide. En tout cas, l'urticaire inductible, c'est vraiment la bête noire et on n'aime pas trop en parler parce qu'on n'arrive pas à le traiter le plus souvent. Après, il y a cette approche, cette standardisation de l'approche, qu'on appelle le AAA management. AAA, c'est pour assess, act and adjust. Assess, c'est-à-dire évaluer. Deuxièmement, on va agir, act, et après adjust, c'est-à-dire qu'on va ajuster. Et lorsqu'on va évaluer, d'abord on élimine tout ce qui est différentiel. Il y a certains diagnostics un peu spécialisés pour les diabétologues qui peuvent poser un problème pour leur matière d'urticaire. Mais surtout, lorsqu'on va évaluer, il faut rechercher les comorbidités. Est-ce qu'il y a l'urticaire chronique spontané, est-ce qu'il est associé à l'inductible? Est-ce qu'il y a une dépression, une anxiété ou bien un terrain psychique particulier? Est-ce qu'il y a de l'hypothyroïdie ou bien une thyroïdite? Est-ce qu'il y a une maladie auto-immune associée? Ça, c'est la première phase d'évaluer avec le score, avec ce qu'on appelle l'Urticaria Activity Score, c'est-à-dire la sévérité de l'urticaire. En deuxième temps, on va agir, on va commencer notre traitement par un traitement antihistaminique, mais pas seulement pour traiter l'urticaire, mais on va traiter également les comorbidités si on en retrouve. Et après, il faut faire l'éducation du patient et retrouver des solutions alternatives non pharmacologiques pour tout ce qui est urticaire inductible, parce que le plus souvent, les antihistaminiques ne marchent pas. Et après, on va ajuster. Et pour ajuster, c'est ça le problème. Lorsqu'on est en consultation au CHU, c'est qu'on n'a pas le temps de faire les scores. C'est ça ce qu'on essaie de changer ces temps-ci, c'est de pouvoir faire des scores et de les effectuer en cours de consultation, parce que ces scores vont permettre de savoir si on va augmenter ou bien diminuer la dose d'antihistaminique, ou bien est-ce que la maladie est contrôlée ou non contrôlée.
Et parmi ces scores, il y a ceux qui ont été validés, il y en a plusieurs, soit l'activité de la maladie le plus important, l'Urticaria Activity Score, soit le contrôle de la maladie, c'est l'Urticaria Control Test, soit la qualité de vie, c'est l'Urticaria Chronic Quality of Life. Et là, c'est très compliqué à faire. Au service, on préfère faire le DLQU parce que vraiment, c'est hyper compliqué à remplir. Et il y a une application, Dermatology Score, si vous pouvez l'utiliser, elle est disponible en téléchargement et qui a tous ces scores si vous voulez les essayer. Après, vous savez, l'Urticaria Activity Score, il va évaluer le nombre de papules ou de plaques inférieur à 53 points, entre 20 et 52 points, inférieur à 21 points, aucun zéro. Il va évaluer les signes fonctionnels 3, 2, 1, 0, ce qui fait un score de 0 à 6. Et le plus important, c'est l'Urticaria Activity Score 7, c'est-à-dire sur 7 jours, c'est le patient qui va le remplir, et ça va varier entre 0 et 42, et c'est l'outil principal pour pouvoir parler de l'évaluation initiale pour le suivi pour le patient urticarien. Après, il y a l'Urticaria Control Test également. Là, c'est des 4 questions. Ils vont évaluer rapidement la gêne physique chez le patient, l'impact, est-ce qu'il sent que sa maladie est contrôlée, est-ce qu'il a le ressenti que la qualité de vie est meilleure. Et ce score, lorsqu'il est inférieur à 12, on parle de maladie non contrôlée. Entre 12 et 5, c'est un contrôle partiel. Et lorsque c'est 16, c'est le contrôle complet, c'est parfait. Et là, on va faire une combinaison entre le triple A management et les scores. Lorsque c'est inférieur à 12, on considère que ce n'est pas contrôlé. Et là, on va devoir augmenter la dose d'antihistaminique. On peut aller jusqu'à 4 comprimés antihistaminiques. Je crois qu'on vous a déjà présenté ça. Entre 12 et 15, on va maintenir le traitement parce qu'on considère que le patient est stabilisé. On va essayer de faire des indications thérapeutiques et agir plutôt sur les comorbidités s'il en existe. Et si l'UCT est égal à 16, c'est parfait. On doit diminuer progressivement la dose de traitement qu'elle reçoit. En tout cas, cette step up et step down, on va le voir rapidement sur le diapositive plus en détail. Alors, pour le traitement, pour l'algorithme, c'est celui-là, je crois que vous l'avez déjà vu. On commence par les antihistaminiques de deuxième génération. Si besoin, au bout d'1 à 4 semaines, on va passer à 4 comprimés par jour. Après, la plupart des experts, ils mettent 2 comprimés matin, 2 comprimés par jour, soir. C'est ça le modèle qu'on utilise souvent. Et certains praticiens commencent déjà par quadrupler la dose, d'autres ils augmentent progressivement. Mais le plus souvent, on quadruple la dose et on diminue progressivement pour voir la dose minimale efficace chez les patients. Si ça ne marche pas au bout d'1 à 4 semaines, ils recommandent l'utilisation de l'omalizumab, notamment on va agir sur 300 mg par mois, soit qu'on va espacer la dose, soit qu'on va diminuer l'intervalle si ça ne répond pas à l'omalizumab. Et il faut retenir, si on n'a pas de réponse au bout de 6 mois, on passe à la cyclosporine, notamment avec tous ses effets secondaires, mais il semble très efficace, notamment surtout lorsque l'endotype est auto-humain. C'est absolument la même chose, surtout avec cette notion de biomarqueur que j'ai voulu partager avec vous. Lorsque vous prescrivez les traitements antihistaminiques, les biomarqueurs que vous avez, c'est le CRP et le D-dimer. D'ailleurs, nous, au service, avec le bilan initial qu'on fait, celui qui est recommandé, on ajoute toujours les D-dimer parce que ça donne une idée si le patient va bien répondre aux antihistaminiques ou pas. Si le patient est sous omalizumab, le meilleur marqueur qu'on a, c'est le taux d'EGE qui est bas, Par contre, les autres tests, on n'en dispose pas. L'injection de sérum autologue, on a essayé de le faire. On peut le faire. Par contre, les tests de simulation de basophiles, de libération de l'histamine par les basophiles, ça nécessite des techniques dont on ne dispose pas au Maroc. Et enfin, pour le biomarqueur pour la cyclosporine, reste le taux d'EGE qui est très bas. Après, pratiquement, c'est la même chose ici dans cet algorithme, sauf que l'approche en step-down, elle est régulée, elle est très bien régulée. Il faut une réponse de 3 mois sous quadruple dose. Ce n'est qu'après qu'on peut considérer la maladie comme contrôlée et on diminue. Pour l'omalizumab, je crois qu'en Europe, c'est 6 mois de traitement. Ce n'est qu'après qu'on considère que la maladie est contrôlée et qu'on va diminuer d'une semaine. On va augmenter d'une semaine, c'est les tests chaque 4 semaines, après 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines jusqu'à 8 semaines. Et pour la cyclosporine, on commence par 5 mg et on diminue jusqu'à 2,5 et 3 mg par kilo.
et parfois on n'a pas de solution, les patients ne s'améliorent pas et les UCT sont toujours, sont toujours non satisfaisants. Après, il y a également le travail de Supervivier qui a essayé de trouver les nouvelles molécules qui sont en train d'être étudiées, notamment le dupilumab, comme vous voyez sur cette diapositive. Ben, c'est l'algorithme classique, et là le dupilumab, l'omalizumab, il a déjà sa partie prise dans le marché. Le dupilumab aussi, par action sur l'interleukine 4 et 15, il y a cette étude, la dernière étude CUPID en 2025, en 2024, qui a été validée actuellement par le FDA aux États-Unis, et c'est considéré comme un traitement approuvé par le FDA, notamment en traitement deuxième intention chez les patients qui ne répondent pas aux antihistaminiques. Le dupilumab, ils peuvent les utiliser. Après, il y a les anti-JAK également, ou bien même les anti-interleukine 17 et 23, et c'est toujours à adapter aux endotypes auto-humains, c'est-à-dire aux proposés aux endotypes auto-humains. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles molécules qu'on est en train d'essayer de trouver leur place en fonction de c'est un traitement un peu personnalisé en fonction des patients. Après, rapidement, je passe sur les autres types d'urticaire. Adrénergique, c'est problématique. Les antihistaminiques, ça ne marche pas souvent. La bilastine, un peu, selon mon expérience. Parfois, on a besoin des bêta-bloquants, notamment le propanolol. Et c'est surtout des mesures avec la TCC et l'éviction des facteurs déclenchants. Le cholinergique aussi, c'est un vrai problème thérapeutique. On donne souvent les antihistaminiques type Taraxet ou l'hydroxyzine, le kétotifène ou l'omalizumab. Et les urticaires inductibles, c'est surtout les mesures non pharmacologiques qui jouent un rôle plus important. Il y a l'urticaire aquagénique, là c'est la bête noire, je crois, que de tous les dermatos, parce que ça ne se traite absolument pas, sauf les mesures médicamenteuses peuvent améliorer, soit par la réduction de chaleur, limiter la durée des douches, utiliser des eaux qui sont faiblement minéralisées, sécher rapidement de l'eau sans frotter, appliquer des crèmes barrières et des crèmes protectrices. Bon, en conclusion, on va dire que il faut rechercher de manière systématique toutes les comorbidités et les facteurs déclenchants qui peuvent déclencher l'épisode d'urticaire. Il va falloir toujours un bilan minimaliste de première intention qui va préciser notamment l'endotype et notamment on va définir les biomarqueurs d'une éventuelle bonne ou mauvaise réponse. Il faut garder en tête qu'on doit penser au concept du triple A management, assess, act, adjust, et que le scoring est obligatoire. Parce que si on ne fait pas de scoring, c'est qu'on est aveugle. L'accessibilité de l'omalizumab qui va bientôt, elle est déjà au Maroc, va probablement alléger l'impact physique et psychologique de l'urticaire, surtout auto-allergique, pas forcément auto-humain. Et enfin, il y a cette approche thérapeutique personnalisée, dont on a parlé dernièrement, cette approche thérapeutique personnalisée combinée aux nouvelles biothérapies qui va probablement accaparer l'intérêt dans le futur des différents acteurs, c'est-à-dire chaque patient selon son état inflammatoire, sa réponse, ses comorbidités, à quelle molécule il va répondre. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie pour votre intérêt pour cette présentation. Merci beaucoup, professeur Hanafi, pour ce tour d'horizon sur les urticaires, une présentation assez actuelle avec des références récentes. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou alors, Jean-François, tu voudrais... Après. D'accord, allez-y. Merci beaucoup pour ce topo intéressant. Vraiment, l'urticaire chronique, c'est la bête noire des médecins. Et les médecins de ma région ne me reconnaissent comme allergologue que pour m'envoyer ces casse-têtes, leurs casse-têtes urticaires. Je n'ai pas bien compris les dédimères et sa relation avec l'urticaire. Si c'est augmenté et très augmenté, ça ne fait pas confondre avec une pathologie vasculaire? Justement, ce n'est pas très élevé pour être significatif sur le plan cardiovasculaire, on va faire du thrombose veineuse profonde. Ici, légèrement élevé, il va être en faveur d'un patient qui ne va pas bien répondre aux antihistaminiques. C'est un biomarqueur qui a été prouvé dans certaines études, mais sans que ce soit en corrélation directe avec un risque cardiovasculaire surajouté chez nous.
Ouais. Vous avez des valeurs? Non, j'ai pas de valeur. D'accord, merci. Il n'y a pas de souci. Merci. Vous avez parlé, vous n'avez pas évoqué la place des antileucotriennes. Oui, justement, parce que là, les nouvelles recommandations, c'est à peu près toutes les sociétés internationales et nationales. Et ils ont précisé qu'ils utilisent les molécules de deuxième génération. Et je le dis en toute honnêteté, les grands seniors, ils sont toujours là à dire que non, il y a toujours de la place pour le taraxète, pour les antileucotriennes, pour les stabilisateurs de membrane, mais les recommandations thérapeutiques qui sont actualisées, ceux qui sont recommandés par les sociétés, selon les études, c'est ça. Quoique, dans une certaine situation, lorsqu'on est bloqué, par exemple, au service, si une patiente s'améliore sous la cétirizine avec l'hydroxyzyle le soir, on ne lui dit pas non, on va changer, on va remettre 2 comprimés de cétirizine, on garde la même chose. Mais pour les nouveaux patients, on suit des nouvelles recommandations pour parler le même langage que chez les patients. Par contre, oui, les autres thérapeutiques sont toujours de mise. On les utilise dans certains cas, surtout pour les patients chez qui on arrive à la cortico-orale et que ça soit à la cortico-orale avec ses effets secondaires. Avant de passer à la cape de cortico-orale, on utilise les stabilisateurs de membrane et le montelukast. Voilà. Oui, merci, professeur Hanafi. C'était vraiment passionnant et c'est pour la première fois que je vois une vision de l'urticaire de la manière dont vous l'avez présenté. C'est-à-dire que finalement, pour nous, ça simplifie les choses. Les urticaires inductibles, bon, casse-tête, ça pour tout le monde, ça on connaît, donc on ne s'en sort pas. Mais vous avez classé en auto-humain et en auto-allergique. Et ça, c'est intéressant parce que ce qui m'interpelle, bon, de par les biomarqueurs qui sont la CRP et les D-dimères, qui sont les plus faciles pour nous à avoir. Donc, si on a cette classification et qu'on classe nos malades urticariens dans l'auto-immunité, on sait d'avance que ça ne sert à rien de donner des antihistaminiques. Hein? Bah, je ne sais pas, parce qu'après, on va passer à la cyclosporine. Non. Ils sont plus souvent résistants aux antihistaminiques. On n'a pas dit qu'ils étaient résistants aux antihistaminiques. Exactement. Là, c'est des comparaisons. Plus souvent. Entre plus souvent et c'est... tout. Ouais. Dramatique. Donc, bravo, hein, la présentation était top. Mais alors, justement, c'est là où... Un patient urticaire qui vient, antihistaminique, 1 jusqu'à 4 comprimés. Il y en a 10% qui ne sont pas améliorés suffisamment quand ils prennent leur traitement. C'est une maladie chronique. Il faut prendre le traitement chronique. Il y a des médecins qui font une ordonnance pour 1 mois. Forcément, le patient, au bout d'1 mois, si elle arrête son traitement, même s'il a été amélioré, l'urticaire va revenir. On est d'accord. Donc, on parle d'un traitement chronique. Donc, antihistaminique, il y a 10% des patients qui ne sont pas améliorés suffisamment. Parce que le but, c'est qu'ils n'aient pas de symptômes. Le patient qui a 3 plaques rouges sur le... Mais oublie, le patient arrive, tu es clinicien, arrête. Mais Younes, le patient arrive te voir, tu es clinicien. Tu ne vas pas commencer à lui poser la question, est-ce que vous avez une thyroïdite? Tu le traites. Bon, il n'y en a que 10% qui ne seront pas améliorés suffisamment. Ces 10%, là, tu peux commencer à te poser des questions, etc. Mais tu as réglé le problème de 90% qui sont sensibles aux antihistaminiques. À condition que tu leur fasses une ordonnance d'1 an et que tu leur expliques que c'est une maladie chronique et qu'il ne faut pas qu'ils arrêtent le traitement. Ils peuvent le diminuer, mais il ne faut pas qu'ils l'arrêtent. Ensuite, vous êtes allergologue. Ce qu'on appelle maintenant l'urticaire auto-allergique. Il y a 20 ans, on l'appelait l'urticaire atopique. Et comment est-ce qu'on faisait le diagnostic? On n'a jamais dosé les IgE. On faisait des prick tests pneumallergènes. Donc, un patient qui a des prick tests, au moins un prick test pneumallergène positif, on le met dans urticaire atopique. On fait, exactement comme tu le dis, anticorps anti-TPO depuis 20 ans. Et on a, comme tu l'as dit,
les urticaires avec anticorps anti-TPO seuls, les urticaires avec prix de test positif seuls, les urticaires qui ont prix de test et anticorps anti-TPO, et les urticaires, c'est 10%. Mais là, si tu veux, tu as une conférence d'experts qui réfléchissent à la physiopathologie, au futur traitement, comment se font les activations. Bien sûr qu'ils sont cliniciens, mais ce n'est pas le but, là. Là, le but, c'est d'expliquer un petit peu ce que c'est que l'urticaire, mais en pratique, tu peux doser les IgE si tu veux, mais pour moi, je fais des prix de test. Mais pour moi, il n'y a pas de différence à la fin. C'est-à-dire que ces 10% de patients à la fin qui ne sont pas améliorés suffisamment, tu sais quel est leur problème pour la moitié d'entre eux? Ils sont corticodépendants. Ce sont des patients qui, de temps en temps, prennent 3 jours de corticoïdes par mois. Ils deviennent corticodépendants. Et quand tu commences à être corticodépendant, les antihistaminiques ne marchent plus, et même la cyclosporine ne marche plus, et l'omalizumab est la seule solution. Donc le problème qu'on a avec l'omalizumab, c'est qu'une bonne partie des patients sous omalizumab sont des urticaires qui n'avaient aucun problème, sauf qu'ils étaient corticodépendants. Et moi, c'est la seule chose. Les guidelines sont magnifiques. Elles sont fantastiques, mais c'est vrai que ce n'est pas fait pour un médecin. Clinicien, je parle. Parce que le médecin clinicien, non. Tout ce que... Non, mais si tu permets, Jean-François, si tu permets, je suis tout à fait d'accord avec toi, bien entendu. La présentation est scientifique, elle est update. Si vous vous rappelez, j'ai traité les urticaires chroniques en atelier l'année dernière, avec la prise en charge pratique, et on avait dit exactement la même chose. La classification qu'il a présentée n'a pas changé. Dans chaque présentation, depuis des années, on la reprend entre spontané et inductible. L'année dernière, je me rappelle très bien avoir insisté de ne pas trop répéter les examens, ça ne servait à rien dans les urticaires spontanés. Donc, au fait, on répète à peu près la même chose, et de temps en temps, il y a un article qui revient sur la physiopathologie avec de nouvelles découvertes, soit de cibles spécialement dédiées pour les biothérapies actuelles. Au fait, ça, c'est dédié spécialement pour les biothérapies, et il y a beaucoup d'essais. Donc là, aujourd'hui, des traitements que nous donnons dans le psoriasis, il y a des essais dans l'urticaire. Donc les services, les CHU, les équipes tentent des biothérapies en fonction de ce qu'ils ont et voient ce qui se passe. Mais quand on parle d'auto-immunité, il n'y a pas d'anticorps positifs spécifiques non plus. Oui, alors je viens de faire une thèse et l'article est en cours de publication sur 57 cas d'association d'urticaire chronique et d'hystéroïdie. L'article a été accepté, il va être publié incessamment. Et donc la seule pathologie avec une association avec un P significatif, c'était la thyroïdite auto-immune. Mais tout le reste, on n'a trouvé ni diabète, ni rien n'était significatif. Il y avait des associations. La seule qui était vraiment significative, c'était la thyroïdite. Et donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est doser les anticorps anti-TPO et anti-peroxydase. C'est tout. Et là, on a arrêté dans le service de répéter de manière itérative les examens devant une urticaire spontanée. On a un peu marocanisé la question. Ce qu'on fait, nous, depuis des années, c'est qu'on fait aussi la recherche des hépatites virales. Et je le recommande. Dans mes guidelines marocaines, je recommande de faire les sérologies. Ça fait partie du dépistage dans notre contexte. Si je prends, par exemple, la région de Franche-Comté en France, ils font la toxocarose, parce que c'est endémique chez eux. Donc, au fait, il y a les guidelines à l'international, mais nous connaissons notre épidémiologie, nos séries, nous avons notre expérience, nous capitalisons chacun dans sa région sur ça, et nous adaptons les guidelines. Donc, aujourd'hui au Maroc, dans les guidelines marocaines, qui sont, que je suis en train de... Il faut, pour les publier, nous, on a des groupes de travail. Je suis la coordinatrice du groupe de travail à l'ergologie de la Société marocaine de dermatologie. Pour avoir un consensus de la communauté, on valide ensemble avant de publier les guidelines. Donc voilà, et ça va faire, c'est en train d'être préparé comme référentiel pour l'ANAM, pour le remboursement des médicaments. Donc voilà un petit peu. La seule différence avec tout ce qui a été dit, c'est que nous faisons encore les sérologies des hépatites, et de temps en temps, on tombe sur des positivités. Ça n'est pas significatif, mais nous, on le fait dans le cadre du dépistage. Ça rend service. C'est tout.
Mais voilà. Et pour les inductibles, alors je voulais ajouter un petit truc par rapport à l'urticaire aquagénique. Moi, je fais systématiquement, je recherche systématiquement le vaquèse. Parce que de temps en temps, c'est rare, mais de temps en temps, on tombe sur un vaquèse. Donc, une urticaire aquagénique, il faut quand même faire au moins une électrophorèse des protéines, une immunoélectrophorèse et un frottis de la NUM. Et si tout est normal, on laisse tranquille. Mais c'est obligatoire, il faut chercher ça. C'est une association rapportée dans les littératures et dans les recommandations. Tu es d'accord avec moi pour ça? Il y a encore une question chez Chafek. Question bête de la fin de la journée. Bravo pour ta présentation. Est-ce que vous utilisez la même molécule quand vous dites vous multipliez par 4 l'antihistaminique? Oui, justement, il faut utiliser la même molécule. Et quoique je tiens à préciser que les grands seniors, ils préfèrent toujours parfois associer une molécule de deuxième génération avec une molécule de première génération, parce qu'ils ont vu que c'est plus efficace. Et c'est des habitudes de prescription. Les guidelines sont faites pour donner des orientations, mais tout le monde n'est pas... Les guidelines sont faites pour donner une orientation générale, mais on ne peut pas obliger les cliniciens à les suivre à la lettre. Donc voilà, c'est comme tous les guidelines. Hein. Donc il y a encore certains qui changent. Alors moi, j'insiste sur quelque chose, c'est l'expérience, mais je crois que toute la communauté dermatologique est d'accord. Sur nos pathologies, notamment sur l'urticaire chronique, il y a des susceptibilités individuelles vis-à-vis des classes des antihistaminiques. Il y a ceux qui vont vous répondre à telle classe et qui ne vont pas bien répondre à une autre. Je n'ai pas du tout la réponse. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si Jean-François a la réponse. N'est-ce pas que c'est vrai ? Donc on n'hésite pas de changer de classe. Et on ne s'avoue vaincu que quand on a essayé quand même 2-3 classes différentes. À ce moment-là, on s'avoue vaincu et on se dit où effectivement il y a une résistance au traitement dans le petit pourcentage de malades qui restent peu améliorés parce qu'en général, ils souffrent moins quand même. Ok, merci.